Autre histoire, cette fois-ci sur l'alginate. Donc là, je vais être encore moins dans les détails. On sait qu'on part du fructose 6-phosphate et ce qui est important, c'est qu'on arrive à la synthèse d'alginate par différentes réactions chimiques codées par différents gènes. Alors l'alginate, il n'y en a pas que chez les algues brunes, il y en a également chez certaines bactéries qui produisent ce qu'on appelle des polysaccharides extérieurs, des exopolysaccharides. Et il y a une bactérie en particulier qui produit de l'alginate, qui est malheureusement une bactérie pathogène qu'on appelle Pseudomonas aeruginosa. C'est une bactérie opportuniste, un pathogène opportuniste qui est malheureusement bien connu, par exemple, des malades de la mucoviscidose, parce que c'est une bactérie qui est capable en fait d'infester les poumons en fait des malades de la mucoviscidose. Et justement, mucoviscidose, c'est lié à un mucus qui est principalement synthétisé par cette bactérie. Et ce mucus, en fait, c'est de l'alginate. Donc c'est justement cet aspect gel qui est fait. Donc nos collègues, disons, en biomédical, ça fait très longtemps qu'ils ont décrypté la voie de synthèse de l'alginate chez les bactéries. Et donc, quand j'ai eu accès aux séquences du génome d'Ectocarpus, j'ai cherché à savoir si ces gènes se retrouvaient chez notre algue. Et donc, en fait, les 3 premières étapes ne correspondent pas en fait à des gènes similaires à des bactéries. Ce sont des gènes classiques pour les eucaryotes qui arrivent à un composé commun à peu près à tous les eucaryotes, qui est le GDP-mannose. Mais les 3 étapes suivantes sont spécifiques et essentielles en fait à la synthèse de l'alginate. Et ce qu'on a vu, bon, de nouveau mes histoires d'arbres, mais ce qui est important de voir, c'est que ici vous avez les 3 gènes d'algues brunes qui ressemblent en fait au GDP mannose déshydrogénase bactérienne. Ici, vous avez que des gènes de bactéries. Et surtout, raciné ici, vous avez un gène en fait d'une actinobactérie. Donc c'est encore un groupe différent de bactéries, différent des cyanobactéries. Et en fait, cette analyse suggère en fait que ces gènes-là, chez l'algue brune, a été acquis par un transfert horizontal, un passage de gènes en fait à partir d'une actinobactérie ancestrale. Quand on regarde le gène ici, ce qu'on appelle une mannuronane C5 épimérase, qu'importe le nom, ce qui est important, c'est qu'ici vous voyez tous les gènes en fait présents chez l'algue brune, et de nouveau à la racine, vous n'avez que des gènes de bactéries, et de nouveau le plus proche, c'est une actinobactérie. Donc ça fait beaucoup d'évidences, et on avait d'autres évidences. En fait, la biosynthèse des alginates a été acquise par les algues brunes à partir d'un événement de transfert impliquant une actinobactérie ancestrale, de nouveau dans le milieu marin. Donc vous voyez, quand je parlais d'interaction entre les bactéries et les algues, je ne vous avais pas menti, la photosynthèse, ça a été avec des cyanos. Ici, on s'aperçoit que le polysaccharide majeur des algues brunes vient d'un autre type de bactérie. Donc, on voit que les algues ne sont pas seules au monde. Donc, la conclusion de cette partie-là, c'est qu'il y a eu un transfert latéral de gènes majeurs entre une actinobactérie ancestrale et l'ancêtre commun des algues brunes, et ce, après la divergence avec la lignée des diatomées. Donc là, ça devient un peu compliqué, mais ce qu'on a vu, c'est que les petites algues diatomées unicellulaires, en fait, ne possèdent pas ces gènes, et on sait dater à peu près au moment où ces 2 types d'organismes ont divergé, et c'était il y a à peu près 2 à 300 millions d'années. Donc c'est plus récent que l'acquisition de la photosynthèse. On notera que les diatomées sont unicellulaires. Ce qu'on voit, c'est que les algues brunes ont acquis le métabolisme de l'alginate. J'en ai pas parlé, mais il y a d'autres polysaccharides qui ont été acquis à partir des actinobactéries. Et ce sont les composants majeurs de la matrice extracellulaire, de la gelée qui sépare les cellules entre elles. Et également, je vous ai parlé du mannitol, eh bien, il se trouve que lui aussi a été acquis à partir des actinobactéries. Donc, l'hypothèse que nous avons émise, c'est que ce transfert latéral de gènes
a, par évolution-convergence, permis l'émergence de la multicellularité chez les algues brunes. Ça veut dire, multicellularité, c'est une petite algue, une bactérie, c'est des êtres unicellulaires, une seule cellule. Des êtres multicellulaires, c'est des êtres à plusieurs cellules. C'est notre cas, c'est le cas des champignons, c'est le cas des arbres, et c'est le cas des grandes algues brunes. Donc voilà. Donc, un peu pour résumer, donc, si au départ, au niveau de l'ancêtre de ces algues, on avait des cellules libres, on a des données qui montrent que le mucilage, la gelée autour des cellules, le petit halo, était composé essentiellement de protéines et de polysaccharides sulfatés. Donc il y a 1,3 milliard d'années, il y a une endosymbiose avec une algue rouge, et là ça a permis en fait l'acquisition de la cellulose cristalline. Donc là déjà on gagne en fait un nouveau composé qui permet de modifier un peu la matrice. On obtient des bâtons de cellulose cristalline qui permettent un peu de rigidifier notre cellule qui est un peu une gelée. On va pouvoir commencer à lui donner une forme de type filamenteuse. Et donc on a un deuxième transfert important de gènes, cette fois-ci d'une actinobactérie, beaucoup plus récente, 300 millions d'années, qui va donner le polysaccharide majeur des algues brunes, l'alginate, ainsi que certains autres composés. Et c'est comme ça que nous pensons qu'est apparue en fait cette capacité des algues brunes à former des organismes qu'on voit à l'œil nu, des grandes algues qui ont une forme avec un crampon, une sorte de tige et les grandes lames des algues brunes. Donc en fait, dans cette évolution vers un organisme complexe, on a eu par deux fois en fait l'intervention de petits organismes qui sont dans un cas une algue rouge, unicellulaire, et ici une actinobactérie. Donc c'est pour résumer tout ça. Donc on part de l'ancêtre commun qui possédait certains polysaccharides sulfatés, des glucanes. Donc ça c'est l'ancêtre des plantes terrestres et de nos algues, vertes et rouges. Donc l'arrivée de la cyanobactérie permet l'acquisition de la cellulose et on retrouve nos différentes plantes terrestres, algues vertes, algues rouges. Et pendant que l'autre ancêtre des straménopiles a évolué dans son coin, on va dire, à un certain moment, il y a acquisition par endosymbiose secondaire d'une algue rouge, acquisition de la cellulose, mais cette fois-ci, en fait, la cellulose, je l'ai mis en rouge pour signifier qu'elle ne vient pas directement des cyanobactéries, mais bien d'une algue rouge. On a évolution, en fait, des oomycètes et des diatomées, avec ces composés-là. Et au final, un événement plus récent, une endosymbiose, un transfert de gènes avec une actinobactérie qui permet l'acquisition de l'alginate uniquement chez les algues brunes. Donc voilà, donc en étudiant en fait des algues brunes, on pourrait se dire ouais c'est gentil, ils font mumus sur les plages, ils ramassent des coquillages, des algues. En analysant les génomes de ces organismes, de ces végétaux, on arrive à avoir des informations sur l'ensemble des végétaux terrestres, jusqu'aux plantes, à d'autres organismes comme les oomycètes. Voilà.